Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre dans l'apprentissage du traitement en astrophotographie. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les trois fichiers de calibrage, Dark, Offset ou Bias et Flat. Nous avons vu qu'il faut en prendre plusieurs de chaque pour obtenir des fichiers maîtres afin de traiter les photos brutes. Nous avons évoqué que l'on en fait plusieurs de chaque pour contrer le bruit induit par ce traitement, mais nous n'avons pas évoqué ce qu'est ce bruit. Voyons ça sans plus tarder. Dans un monde déjà pas très idéal, la prise de photos pour obtenir des darks, des offsets et des flats suffirait pour éliminer les signaux et défauts qui dégradent les images brutes. Mais voilà, nous allons voir que ce traitement ajoute du bruit et qu'il existe du bruit en plus des signaux. Vous allez pouvoir suivre cette vidéo sans regarder les précédentes, mais je ne vous le recommande pas. Prenez le temps de regarder la vidéo sur la nature de la lumière, sur comment fonctionne un capteur, et celle sur les fichiers de calibrage, tout sera plus clair. Pour comprendre, il faut faire un inventaire à l'après-vert et regarder tout ce qui peut s'imprégner sur un capteur. Il y a d'abord des sources de rayonnement. En premier lieu, le rayonnement de l'objet. Les photons qui nous parviennent de l'objet donnent ce que l'on nomme le signal utile, le seul signal que l'on voudrait conserver. Malheureusement, déjà faible au départ, il est brouillé par tout un tas de rayonnements, à commencer par le ciel. En tant qu'observateur sur Terre, en traversant l'atmosphère, le signal de l'objet est parasité par le rayonnement du ciel, l'atmosphère donc, mais aussi les particules en suspension, la pollution lumineuse. Tout comme notre capteur va aussi être imprégné par les photons provenant d'autres objets célestes, on n'a pas encore trouvé le moyen d'éteindre les autres objets que celui que l'on veut capturer. Pour le ciel, il y a encore quelques rares endroits sur Terre où la pollution lumineuse est faible. De même, les observatoires sont souvent en montagne, car la couche d'atmosphère est ainsi plus faible, mais on comprend tout l'intérêt de faire un télescope spatial. On peut également contrer un peu la pollution lumineuse par l'usage de filtres. Mais poursuivons notre inventaire. En plus du signal externe, il y a du signal généré par l'électronique de nos capteurs. Nous les connaissons déjà, ce sont le signal thermique et le signal offset. Nous avons vu que pour les contrer, nous pouvons utiliser la prise de dark et d'offset, mais aussi tout simplement refroidir le capteur ou capturer à une température plus basse pour le signal thermique. Ensuite, notre signal va être modifié par tout un tas de raisons, dont certaines que nous avons déjà évoquées. Par le vignettage, l'assombrissement des bords de l'image est déjà vu et géré par le master flat. Par la sensibilité des photosites, bien que les constructeurs de capteurs font le maximum pour, il est impossible d'obtenir des millions de photosites ayant exactement la même réaction au même rayonnement de photons. Or, en théorie, nous devrions avoir une plage de luminescence uniforme. Si je m'assure d'émettre une source lumineuse uniforme sur mon capteur, il devrait me restituer un résultat uniforme. En théorie. Pas dans la réalité. Le master flat est là pour ça. Par des poussières sur le chemin optique. Les poussières vont atténuer la luminosité. Là encore, le master flat s'en chargera. Par l'éclairage inégal. Il n'y a que dans les schémas théoriques que la lumière va tout droit. Dans la réalité, la lumière se reflète de partout et surtout là où on ne l'attend pas. C'est toujours le master flat qui fera office. Par un gradient. La pollution lumineuse a beaucoup d'impact sur la qualité de notre prise de vue, mais le plus gênant, c'est le gradient. C'est la forme dégradée souvent sous forme de halo qui éclaircit le fond du ciel. Les logiciels de traitement astro qui se respectent ont tous un menu pour traiter ce gradient. Vous avez sans doute remarqué, avec tout ça, nous n'avons même pas encore évoqué le bruit. Poursuivons donc l'inventaire en parlant des sources de bruit. Pour le moment, même si ce n'est pas trivial, nous avons vu que les signaux parasites et les défauts pouvaient être gérés par les dark, offset et flat et par le traitement logiciel. Mais le bruit diffère du signal par le principe que le bruit n'est pas reproductible. Que trouve-t-on comme bruit? Le bruit photonique. Quand nous avons vu la nature de la lumière, nous avons appris l'existence des photons. Par la suite, nous avons vu comment le capteur transforme ces photons en électrons à l'aide des puits de lumière, les photosites. Sans entrer dans le détail, la lumière se propage selon ce qu'on appelle une distribution de Poisson. Pour faire simple, les photons varient dans le temps autour d'une intensité constante selon cette distribution. Du coup, les électrons produits vont aussi suivre cette distribution. Sans variation, il n'y aurait pas de bruit photonique. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Que nous avons la chance que cette variation suit une distribution de Poisson, car le bruit est ainsi proportionnel à la racine carrée du signal. Dit comme ça, c'est pas sexy. Il faut comprendre que ce qui nous importera sera de maximiser le rapport entre le signal utile et le bruit, et que cette propriété nous apprend que pour ça, il suffit d'augmenter le signal. On peut poser plus longtemps pour chaque pause, ou cumuler plus de pauses courtes. Comme c'est la notion fondamentale à comprendre, je vais y revenir. Le bruit thermique. Comme pour le signal utile, le signal thermique va générer du bruit aléatoire suivant la distribution de Poisson.
Nous avons des darks pour traiter le signal thermique, mais chaque dark contient du bruit thermique. C'est pour cela que l'on fait un master dark pour le minimiser par empilement. Le bruit de lecture. Comme vous l'avez compris, comme on a du bruit thermique qui accompagne le signal thermique, on aura du bruit de lecture qui accompagne le signal de lecture. On augmente donc le temps pendant lequel on expose ou on cumule plus de pauses courtes. En faisant ça, on maximise le rapport signal-bruit, mais notez que puisqu'il y a du bruit de lecture sur chaque photo, en empilant, vous additionnez le bruit. Empiler ne veut pas dire réduire le bruit, mais augmenter le rapport signal sur bruit. Notez également qu'il y a plus de bruit quand on additionne par exemple 10 photos de 10 secondes que si on fait une seule photo de 100 secondes. Il faudra arbitrer entre poser plus longtemps ou prendre plus de courtes pauses. Le bruit aléatoire de sources diverses, il n'y a pas de miracle. Il faut augmenter ce signal pour que ce bruit ait le moins d'impact possible. On augmente donc le temps pendant lequel on expose ou on cumule plus de pauses courtes. Le bruit de numérisation. Le capteur obtient un nombre d'électrons par photosite. Numériser, cela revient à obtenir un nombre en conséquence, or cela introduit un risque d'erreur de quantification. Plus les bits de quantification sont élevés, moins le risque est élevé. Nous avons parlé dans la vidéo sur les capteurs. Là aussi, on le réduit en augmentant le signal. Le bruit de traitement. On l'a déjà évoqué, c'est le bruit généré par les traitements que l'on effectue. Les master dark, offset, flat, la soustraction du dark, de l'offset. C'est la raison pour laquelle il faut prendre le plus possible de dark et d'offset. Pour les flats, c'est moins primordial, le rapport signal sur bruit étant plus élevé par essence. Revoyons tout cela dans un tableau synthétique. Quand on sait que l'on souhaite avoir dans l'idéal que le signal objet, on mesure bien toute la difficulté. On va déjà pouvoir mettre un coup de blaster sur le signal de lecture grâce aux offsets, puis un coup de blaster sur le signal thermique grâce au dark. Le master flat va nous corriger pas mal de défauts, nous nous en privons pas. À ce moment-là, notre image est pré-traitée avec la formule image brute moins les master dark, divisé par le master flat dont on a retiré le bias. Nous allons pouvoir les empiler. Avant ça, prenons quelques instants car ce qui va suivre est du traitement logiciel. Or, l'astrophotographie n'échappe pas à la règle numéro 1 en photographie. Il faut faire le maximum à la prise de vue. Bon, je sais, c'est pas facile, mais il faut faire nos prises de vue sous le ciel le plus noir possible. Avoir le signal le plus élevé possible, en ayant un temps d'exposition cumulé le plus long possible. Exposer sous une température la plus basse possible, comme c'est pas agréable de sortir par -15, et pas forcément possible là où on vit, le plus souvent on essaye de refroidir le capteur. Possible avec les caméras, moins avec les appareils photo numériques. On va voir que pour traiter nos images, nous allons les aligner avant de les empiler. Mais paradoxalement, lors de la prise de vue, alors que l'on va chercher à suivre le plus possible, plus précisément possible la cible, on peut chercher à décaler volontairement les prises de vue de quelques pixels pour que le bruit aléatoire ne se retrouve pas aux mêmes endroits et ainsi simplifier le travail du logiciel. Nous y reviendrons dans les vidéos sur les prises de vue sur le terrain. Prendre un maximum de dark, offset et flat, bon, les offset et flat ça va vite, mais les dark doivent avoir un temps de pose identique aux photos brutes, ce qui représente un temps parfois très long, surtout si l'on fait de l'autoguidage. Si on les fait en fin de séance, il faut avouer qu'on a plus envie de rentrer que de multiplier ces prises de vue techniques. Or, moins on en fait, plus on introduit du bruit, plutôt que l'on ne traite le signal thermique. Aucun logiciel ne pourra grand-chose si le traitement sur place est bâclé. J'évoquais à plusieurs reprises le terme rapport signal sur bruit. Revenons sur cette notion essentielle. Bon, on sait déjà que le signal est reproductible, mais pas forcément utile. Seul celui de l'objet capturé nous intéresse. C'est déjà que le bruit est non reproductible, parasite. Quand on écoute une radio sur la bande FM, nous avons le signal utile, la chanson par exemple, et du bruit, plus ou moins fort, qui parasite notre écoute. Le problème est le même avec notre image. Si on est à un endroit où on capte mal, la chanson sera inaudible. Le bruit l'emporte, alors que si on se déplace et on capte mieux, le bruit sera faible et la chanson parfaitement audible. On peut s'amuser à faire une animation avec les dark par exemple. Ce sera plus par là. Vous devriez voir en boucle que le bruit diffère à chaque itération, alors que les pixels chauds résultant du signal thermique sont toujours au même endroit. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on peut faire des banques de dark comme vu dans la vidéo précédente. Ce qui rend difficile à comprendre, c'est la multitude. Admettons que notre capteur ne fasse que quelques pixels. Mettons 4 par 3, et que l'on a 5 dark. Notre capteur est tel qu'il possède un pixel chaud, que l'on va retrouver sur nos 5 dark au même endroit,
et un peu de bruit thermique aléatoire. Faisons pour la démonstration une moyenne pour chaque pixel. Donc le pixel n, c'est le pixel n du dark 1 plus le pixel n du dark 2, etc. jusqu'au pixel n du dark 5, le tout divisé par 5. Avec ça, on obtient le master dark. On va évoquer tout cela en parlant des techniques de compositage, mais la moyenne n'est pas suffisante, on peut le voir. Bon, nous savons que le bruit est proportionnel à la racine carrée du signal. Pour nos brutes, il faut donc essayer d'augmenter le signal. Le rapport signal sur bruit va donc augmenter selon la même proportion. Prenons des valeurs chiffrées, ce sera plus parlant. Si notre signal représente 100 photons, le bruit est donc de racine de 100, soit 10, et le rapport signal sur bruit de 100 divisé par 10 égale à 10. Avec un signal de 1000 photons, le bruit est racine de 1000, soit environ 32. Et le rapport signal sur bruit est d'environ 1000 divisé par 32, soit environ 32. Là, on a multiplié le nombre de photons par 10 pour multiplier le rapport signal sur bruit par 3,2. En quelque sorte, pour diviser le bruit par 2, il faut capturer 4 fois plus de photons. On ne le diminue pas, on le rend moins important par rapport au signal. Si je pointe un objet avec mon télescope en faisant 10 poses de 10 secondes pour diviser le bruit par 2, je dois augmenter le temps de pause unitaire, je pose 4 fois 10 secondes, soit 10 poses de 40 secondes. Prendre plus de pauses, je prends 4 fois 10 poses de 10 secondes, soit 40 poses de 10 secondes. Je peux aussi conserver mes 10 poses de 10 secondes si j'utilise un instrument qui a un rapport f sur d plus ouvert de 2 fois. On abordera cette notion f sur d dans une prochaine vidéo, mais pour faire vite, c'est le rapport entre la focale du télescope noté f et le diamètre du miroir du télescope noté d. Plus le chiffre est bas, plus le télescope permettra de capter du signal faible en moins de temps. Je peux également changer d'objet à capturer en prenant un objet dont la magnitude est 2 fois plus lumineuse. Là aussi, on va aborder cette notion de magnitude dans une prochaine vidéo. Mais vous l'avez compris, on se bat avec peu de lumière, donc un objet plus lumineux donnera moins de bruit pour un temps de pause identique. Toujours en chiffres, évoquons la pollution lumineuse. Cette pollution lumineuse se traduit par des photons indésirables qui s'ajoutent aux autres, or on ne peut pas les distinguer une fois capturés. D'où l'idée de filtrer la pollution lumineuse ou de chercher un meilleur ciel. Le problème de la pollution lumineuse, c'est que cela sature plus vite les photosites et donc réduit la dynamique. L'écart zone noire, zone blanche, le signal d'une étoile sature plus vite le capteur, le ciel sans signal ne sera pas noir mais gris sombre. Si on arrive à soustraire ce signal, le bruit associé restera présent. Soit un signal de l'objet 1000 photons. Notre signal de pollution lumineuse de 2000 photons. Le bruit vaut donc racine de 1000 plus 2000, soit racine de 3000, soit environ 55. Le rapport signal-bruit vaut 1000 divisé par 55, soit environ 18. Or, nous avons vu tout à l'heure que sans pollution lumineuse, nous aurions un rapport signal sur bruit de 32. Augmentons notre temps de pause en posant 3 fois plus longtemps. Le signal de l'objet donc fait 3 fois 1000 photons. Le signal de pollution lumineuse 3 fois 2000 photons. Le rapport signal sur bruit 3000 divisé par la racine de 9000, soit environ 32. Il a fallu poser 3 fois plus longtemps pour retrouver un rapport signal sur bruit équivalent à un ciel sans pollution lumineuse. Autrement dit, la pollution lumineuse diminue le rapport signal sur bruit à temps de pause égal. Plus le signal utile est faible, plus la pollution lumineuse a une influence sur le rapport signal sur bruit. Pour compenser, il faut poser plus longtemps en temps de pause total. On fera plus de pauses avec un temps de pause ni trop court ni trop long. Trop court, ça va demander trop de pauses, ne pas oublier que le traitement rajoute du bruit. Et trop long, on diminue la dynamique, on sature trop vite. De plus, sur un long cliché, on prend le risque qu'apparaisse le signal d'un avion, d'un satellite, des nuages. Sur les longues pauses, impossible de masquer le bruit du fond du ciel. On considère qu'il faut que le signal de lecture soit négligeable devant le bruit de fond de ciel, selon un rapport de 3 fois. Je vous ai promis de parler des méthodes de compositage. La méthode la plus simple est la méthode additive. On additionne tout simplement les images. Nous allons donc augmenter proportionnellement le signal à chaque image. Le défaut est évident, on va vite saturer, on perd du détail dans les zones claires comme un centre de galaxie. On n'élimine pas non plus les traînées d'avions et autres signaux parasites, ni les pixels chauds qui peuvent persister après soustraction du master dark. Juste, on augmente le rapport signal sur bruit. La méthode suivante est la moyenne. On additionne mais on divise par le nombre d'images.
On évite ainsi de saturer les étoiles et les cœurs de galaxies. Cela permet de jouer sur le bruit en augmentant le rapport signal sur bruit. Par contre, ce n'est pas encore ça pour éliminer les signaux parasites et pixels chauds. On peut utiliser à la place la médiane. La médiane, on ne retient que là ou les valeurs centrales en éliminant les valeurs extrêmes. Ainsi, pour 5 images codées en 8 bits, et donc des valeurs de 0 à 255, si on a les valeurs suivantes, 100, 140, 88, 90, 255, on commence par les ordonner, 88, 90, 100, 140, 255, et l'on garde à la valeur médiane 100. À noter que la moyenne aurait donné 134. À la valeur 255, c'est qu'on est en présence d'un pixel chaud. La médiane permet de l'éliminer, alors que la moyenne un peu moins. Cette fois-ci, on élimine bien les parasites lumineux, comme les traînées d'avion et les pixels chauds. Par contre, on ne prend que la valeur centrale, donc on ne réduit plus le bruit par l'empilement de plusieurs images. Il nous faut donc une quatrième méthode. C'est la méthode dite Sigma Clip. Cette fois, on va d'abord normaliser l'intensité des images à assembler. Ensuite, on va les aligner. Ensuite, un algorithme de réduction du bruit compare les images entre elles. Si un petit nombre d'images contient de l'information que la majorité n'a pas, il efface cette information dans le résultat. On voit qu'il est important de prendre au moins une dizaine d'images pour ne pas se tromper. Il effectue ensuite la moyenne des pixels retenus. C'est donc une méthode très efficace pour faire disparaître les parasites lumineux lors de la prise de vue et les pixels chauds. À noter que l'on peut paramétrer cette méthode en indiquant un pourcentage de pixels retenus. Bon, cette vidéo étant déjà bien copieuse, on va s'arrêter là, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas évoqué le retrait du gradient par exemple. Nous verrons ça dans la troisième partie, le traitement final dans les logiciels d'astrophotographie ou les logiciels de traitement photo comme Photoshop. À bientôt sur Juste une mise au point.